Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors il va y avoir la visite de Laroque-Gajac, un des plus beaux villages de France. Franchement je l'ai classé je crois numéro 2 ou numéro 3 de ceux que j'ai visités. Premier, Beynac et Cazenac, c'est le nom en entier ça, Beynac et Cazenac, Sarlat et Laroque-Gajac, voilà. Si jamais ça peut vous donner des idées sur les prochaines sorties en Dordogne. Voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous donner quelques petits tips de ce que j'ai vraiment bien aimé sur toute ma traversée de la Dordogne. Hein, parce que vous le savez, je n'ai pas tout filmé bien entendu, bien que je mette tout sur Instagram Annabella Coccinelle. Là je poste toutes les visites. Sur YouTube, j'avoue que je ne les mets pas toutes parce que sinon je crois que je ferai au moins une vingtaine de vidéos par semaine, ce qui serait un petit peu beaucoup. Dans cette vidéo, je vous partage également donc les petites améliorations qui ont été faites au niveau de la mécanique sur mon camping-car. Je vous avais dit, je crois que c'est pas la vidéo d'avant, c'est encore celle d'avant un petit peu, je vous avais parlé des améliorations faites dans le camping-car au niveau du bricolage, etc., etc. Là, on va plus se pencher sur la mécanique. Voilà, je vous énumère un petit peu ce qui a été fait depuis le début. Parce que cette question revient souvent et c'est vrai que j'aime bien écouter un petit peu votre avis et répondre à vos questions en vidéo. Et la question du est-ce que tu as déjà fait beaucoup de travaux sur ton camping-car depuis que tu l'as, ça revient assez souvent. Je me suis dit allez hop, c'est parti, on va faire une vidéo là-dessus pour répondre à la question de manière plus générale. Et comme ça, quand quelqu'un me posera la question, hop, je le renvoie directement jusqu'à la vidéo, il aura toutes les réponses. Dans l'espoir, croisons les doigts, qu'il n'y ait pas plus de mécanique à rajouter depuis. Écoutez les amis, comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis je vous l'ai dit, Instagram on va pas radoter, donc bonne vidéo, et puis salut salut. Voilà, bon, on se demande lui ce qu'il a envie, donc là on vient d'aller se balader pendant au moins 1 heure, et monsieur s'est fait un copain. Voilà, tout simplement, parce qu'en fait on a croisé une femme, elle sortait de sa maison, puis elle dit est-ce que mon chien connaît le vôtre? J'étais là, non je pense pas, c'est la première fois que je viens ici. Elle me sort ça comme ça, et donc de là on s'est fait une balade, mais d'1 heure comme ça avec les chiens et tout. Elle m'a dit je peux venir avec vous, on va se balader. Ouais, pourquoi pas. Elle était super gentille, donc bref, là je me fais un petit casse-dalle, et puis direction Laroque-Gajac, voilà. Alors je vous montre, je me suis garée ici, je trouve ça un peu dommage, mais la nuit les camping-cars ne sont pas autorisés. Ça aurait été vraiment sympa parce que c'est super calme et puis il n'y a personne. Là-bas il y a un petit chemin qui donne sur la Dordogne, et puis c'est là-bas que je me suis baladée avec la femme et son chien. Et en fait c'est une aire de décollage pour les montgolfières. Là je suis en train d'arriver au niveau du village, regardez-moi la grandeur et la beauté de ce rocher. On a une aire camping-car ici au bord de la départementale, mais qui est quand même relativement passante. Donc personnellement c'est pas là où j'irai. D'autant plus que je crois que c'est 15 € la nuit. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour marcher, ils n'ont pas prévu des petits trucs sur les côtés. Donc c'est vrai que c'est un peu, un peu casse-gueule, mais bon. J'essaye de marcher un petit peu comme je peux le long de la route pour pas me faire renverser. Oh waouh! Oh, c'est super beau, attendez, plus je m'approche, plus c'est beau. Je pense qu'il y aura encore une fois pas mal de petits plans musicaux. Et je vois là-bas le panneau des plus beaux villages de France. C'est vrai qu'avant de partir, j'ai mis plein de villages en favoris. Principalement des plus beaux villages de France et des petites cités de caractère. Mais j'ai quand même mis d'autres trucs aussi que j'ai pu trouver au fur et à mesure de regarder un petit peu sur Google. Et donc visiblement, ici on est bel et bien dans un des plus beaux villages. Ça n'a pas l'air d'être un très très grand village parce que comme on le voit qu'il y a la roche derrière, les maisons ont été construites un petit peu comme ça sur la roche. D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est là-bas en haut, on peut voir qu'il y a un trou avec des piliers. Peut-être pour maintenir la roche. Donc on va essayer de grimper. J'ai vu qu'il y avait un fort, la petite cité médiévale. Ici on a le seigneur qui nous accueille, et regardez juste derrière, on a une petite fontaine. Enfin, c'est plus une petite source avec de l'eau qui s'écoule comme ça de la roche. Précisons quand même qu'avant ça c'était un bidon bleu en plastique et finalement il y a de la mousse qui a poussé tout autour. Bon, je vais pas trop m'éterniser parce que souvent ça vous donne envie de faire pipi d'entendre ce bruit, donc on va éviter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis quand même assez impressionnée par le monde qu'il peut y avoir, sachant qu'on est mardi, donc on est en semaine, et que ce début d'après-midi, tous les parkings sont archi pleins. Ça me change un peu de la première semaine, voire semaine et demie que j'ai passé ici dans le coin, où c'était que des petits villages complètement vides, des spots vides, des routes vides, et que là du coup je rentre dans le vif du sujet. Mais bon, je m'y attendais un petit peu en venant dans ce coin-là, je savais que c'était les coins, on va dire, les plus touristiques de la Dordogne. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même assez tropical. Regardez, nous avons des bananiers, nous avons des palmiers derrière. Je dirais qu'il manque peut-être les cactus, mais j'ai vu qu'à côté il y avait une bambourée, ils appellent ça, un bambouré. Serait-ce des arbres qui auraient trop bu? Je ne sais pas.
ici on peut s'imaginer à l'époque le long de l'eau, eh bien des gabarres, c'était des bateaux remplis de marchandises qui venaient, en fait ils partaient d'Argentat et qui passaient par ici, par plein de petits villages, pour redescendre ensuite jusqu'à Bordeaux. C'est comme ça qu'ils livraient les marchandises à l'époque. D'ailleurs je crois que ça doit en être une. On a la chance quand même de pouvoir en voir une, ça doit être des petits bateaux touristiques je pense. C'est vrai qu'au début de la visite, je vous ai dit, je pensais que limite tout était de plein pied, comme il y avait la roche derrière. Et en fait non, ils ont vraiment construit tout autour. Donc c'est vrai que ça grimpe, il y a des ruelles de partout. J'aime trop. On peut voir les restes ici d'une ancienne maison troglodyte. Là, il nous expliquait qu'il y a 60 ans, il y avait une partie de la falaise qui s'était effondrée, notamment sur des maisons, qu'il y avait eu 3 morts. Regardez comment c'est beau. 3 morts malheureusement dans cet incident. La route a été fermée pendant 2 ans parce qu'il y a des gravats forcément qui sont tombés sur la route aussi. Et ils pensaient que le village serait mort pour toujours. Et puis un jour, le maire s'est écrié « C'est le plus beau village de France !» Et on ne sait pas pourquoi, les gens ont afflué. Et puis ça a été à nouveau touristique et à nouveau connu. Là, je suis partie dans la deuxième partie du village qui a l'air un petit peu plus abandonnée, un petit peu plus seule que les autres. On a toujours les roches avec les espèces de trous comme ça. C'est vrai que je me demande toujours, est-ce que c'est dû à l'érosion? Est-ce que c'est l'homme qui a créé ça? Si jamais certains d'entre vous le savent, s'y connaît un petit peu mieux que moi, bien n'hésitez pas à me le dire. Et normalement, là, on se dirige vers un petit point de vue qui a l'air assez sympa. Une chose est sûre, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir épluché un petit peu tous les groupes Facebook que j'ai pu trouver de camping-caristes pour pouvoir trouver des petites idées de visite, parce que sinon peut-être que je n'aurais pas trouvé celle-ci. Attendez, si j'aurais trouvé celle-ci parce qu'elle faisait partie des plus beaux villages de France, mais il y en a tout un tas d'autres que j'ai notés. J'ai regardé les photos, je me suis fait waouh, c'est vraiment trop beau, genre Sarlat par exemple, bon ça c'était déjà prévu, mais c'est vrai qu'il fait pas partie des plus beaux villages de France étant donné qu'ils ne considèrent pas ça comme un village. C'est vrai qu'une fois dedans, on peut comprendre pourquoi. Une fois qu'on ressort un petit peu du vieux Sarlat, on arrive dans la zone où il y a le Clair, où il y a tout ça, c'est très commercial. Mais ici c'est vraiment juste incroyable et je vous remercie aussi vous parce que vous aussi vous m'avez donné pas mal de conseils à suivre concernant les visites, donc merci. Je crois que je vous dois tout. Alors je suis arrivée au niveau du panorama qu'on découvre ensemble. Waouh, ça en jette vue d'ici quand même. J'ai bien fait de faire la petite rando en plus qui m'a menée jusqu'ici. Et donc je pense que je vais continuer, je vais retourner par là-bas et puis arpenter les quelques rues que je n'ai pas faites. Et regardez-moi ça. Est-ce que ça faisait pas un petit moment que je vous avais pas dit que j'avais lavé mes cheveux dehors? Bah écoutez, il fait tellement beau aujourd'hui. Je suis dans un espace nature. Regardez, on a un grand terrain d'herbe ici. On a un terrain de foot. Je suis à Dôme. Enfin, Dôme, on dit Dôme. Alors, j'ai pas trouvé ça fantastique. Franchement, je vous disais, je vais y aller, je vais filmer. Finalement, j'ai pas filmé, je le regrette pas parce qu'il n'y avait rien de fantastique. Et que pour moi, les plus beaux villages que j'ai découverts, je vous les ai filmés. C'est-à-dire La Roche-Gajac, Sarlat. Est-ce que je voulais filmer? Oui, j'ai filmé Sarlat. Et j'ai filmé Beynac. Donc finalement, je vous ai quand même partagé du bon contenu. Partagé. Je commence à prendre l'accent allemand ou l'accent alsacien. Pourtant, j'ai pas prévu d'y aller tout de suite. Et donc, c'est ici même que j'ai retrouvé mes amis Road Trip en Trafic que j'avais déjà revus à Antequera. Ça nous a permis d'aller faire la balade de Dôme ensemble. Et en revenant ici, en fait, on s'est fait une copine voyageuse. Elle voyage toute seule avec son chien, enfin seulement pour les vacances, quoi. Et donc, on a sympathisé. Et hier, tous les 4, eh bien, on était assis là, autour d'une petite table, sur une chaise, en train de boire l'apéro. C'est bien sympa, j'adore ce genre de rencontres totalement imprévues. Donc tout le monde est parti aujourd'hui. Moi je vais me laver les cheveux. Je ne me sers pas de mon robinet, de mon lavabo là. Parce que je me rends compte que ma cuve commence à être un petit peu pleine. Ah bah il a retrouvé sa balle lui. Ah,
Il avait trouvé un ballon aussi entier, forcément on est à côté d'un stade de foot, il a trouvé un ballon. Bah, je peux vous dire que le ballon il a pas fait long feu. Regardez ce qui reste. Je sais même pas où est l'intérieur, bref. Il s'est bien amusé. Et donc là il va falloir que je trouve une petite station pour pouvoir vider mes eaux grises. Et non, je ne suis pas une grosse dégueulasse qui balance ses eaux un petit peu n'importe où, hein. C'est vrai que je pourrais, regardez, je fais marche arrière, je vide mon eau là, je me lave les cheveux dans mon évier et on repart à zéro. Eh bien non, il y a des dégueulasses mais je n'en fais pas partie. Donc comme d'habitude, hein, je ne vous présente pas mon petit bidon d'eau, mon saladier vert, célèbre, hein, que vous connaissez tous maintenant, mon petit bol et puis bah mon shampoing. Voilà, shampoing solide, Savonnière d'Oléron toujours. Alors j'ai plus l'emballage du shampoing, mais par contre, eh bien je vais me fier un petit peu au savon que j'ai ici parce que la composition, alors c'est pas la même hein, bien sûr pour chaque chose a son utilité, mais en tout cas ici, alors au niveau des composants, c'est aussi pour vous montrer que c'est vraiment biologique, biodégradable, c'est vraiment local et tout, donc pas de danger si je me lave les cheveux dehors. Huile d'olive, de l'eau, huile de coco, beurre de karité, huile de tournesol, soude caustique, un petit peu d'huiles essentielles, mais c'est vraiment tout est issu quasiment de l'agriculture biologique. Merci Coda pour les taches de boue, bien sûr, soyez toujours élégant grâce à votre malinois. Et donc voilà, il n'y a pas de danger à utiliser ça dehors parce que je vais vous montrer l'autre produit. Celui que j'utilisais avant et qui est bah, aussi biologique. Alors normalement il est ici dedans. Ça fait un petit moment. Ouais. Il est là. Il prenait la poussière au fond du tiroir. Alors ça aussi regardez. Alors on vous dit bio. On va regarder les ingrédients. Mais à mon avis, on n'est pas parti sur... Ah oui, pas du tout même. Déjà, la liste est un petit peu plus longue. Et puis, bah, déjà, c'est en anglais, donc merci. Mais bon, glutamate, sodium, je sais pas quoi. Avec des noms, regardez, ils vous mettent des noms, c'est même pas ce que c'est, Elianthus. N'empêche que ça pourrait être un nom d'empereur romain. Prunus amidalus. Parfum, linalol. Voilà, donc comment vous dire que tout ça, pour moi, c'est pas franchement bio, hein. Je vois pas vraiment à quoi correspond quoi. C'est pour ça qu'au moins avec ça, je sais ce que je mets dans la terre, et puis je sais ce que j'utilise aussi pour moi, bah pour mon corps, quoi. Je sais qu'au moins, c'est de la bonne. Alors, les coccipotes, comme vous le savez, j'avais fait une petite vidéo vous expliquant les améliorations que j'avais apportées à mon camping-car. Petite amélioration, on va dire, au niveau du bricolage, au niveau de l'intérieur, au niveau de voilà les ports USB, la charnière de porte de salle de bain parce que la porte menaçait à tout moment de, de se péter la gueule quand je roulais. Et puis, eh bien, on avait mis aussi une petite planche pour pouvoir faire une petite étagère dans mon armoire, ce qui m'a vraiment changé la vie. J'avais prévu normalement dans cette vidéo là de vous mettre eh bien, les améliorations mécaniques qui a eu lieu, en tout cas les travaux qui avaient été faits sur le camping-car depuis que je l'avais. Je trouvais ça intéressant de vous le partager, sauf que j'ai totalement oublié. Résultat, je vous fais une nouvelle vidéo cette fois-ci pour vous parler du côté mécanique. J'ai pas mal été embêtée avec les camping-cars que j'ai pu avoir. Tout d'abord Gérard, voilà, c'était mon bien-aimé hein, quand même, mon premier camping-car que j'ai eu pendant 5 ans, celui avec lequel j'ai découvert la vie nomade, mais aussi avec qui j'ai découvert les premières galères et franchement j'en ai eu un bon paquet. Je l'avais aussi laissé on va dire entre de mauvaises mains à quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien, qui m'avait pourtant promis qu'il s'y connaissait super bien, que je pouvais y faire confiance et finalement qui a foutu un bazar sans nom au point de devoir changer la culasse, au point que l'huile de boîte avait fui petit à petit parce qu'en fait il avait mal revissé, donc j'avais ma boîte qui grinçait, je comprenais pas pourquoi, enfin il y a eu plein de choses où dès que ce type a touché à un truc, même le truc le plus simple, il a réussi à foutre son bordel. Donc ça m'a conduit à avoir pas mal de problèmes mécaniques au niveau de la distribution même qui s'était décalée, à la bougie qui s'est foirée dans la culasse, bref, je vais pas vous refaire tout l'historique de Gérard, mais en tout cas j'ai pas été énormément tranquille, j'étais beaucoup en panne, et en plus de la rouille qui commençait un petit peu à menacer, avec aussi les infiltrations que j'avais eues, j'étais finalement passée à un autre camping-car qu'on m'avait un petit peu vendu, voilà, on va pas refaire non plus l'histoire de Jean-Jacques, mais comme étant un super camping-car que finalement je n'ai gardé que 4 mois, voilà, un C25, hein. Gérard étant un J5, on est resté un petit peu dans le domaine des vieux véhicules, parce que pour moi c'est quand même des véhicules qui sont plus facilement réparables, il y a moins d'électronique, tu mets ta main, hop, tu changes tes courroies, pas de souci, alors que sur les camping-cars un petit peu plus récents, un petit peu comme celui que j'ai maintenant, eh bien c'est beaucoup plus compliqué parce que tout est vachement compact au niveau du moteur et tu es quasiment obligé de passer par un garage qui a un pont, qui a quelque chose pour vraiment pouvoir bien le soulever et pouvoir bien passer les mains et travailler comme il faut. Avec celui-là, je dirais que j'ai eu autant de problèmes en 5 mois que de problèmes avec Gérard en 5 ans, parce que tout était vraiment pourri à l'intérieur, pourri de chez pourri, le plancher, les murs, la cellule bougeait. Dites-vous que pour fermer la porte, je devais pousser l'espèce de chambranle comme ça pour fermer la porte, parce que sinon bah, elle se fermait pas en fait, parce que bah, la paroi bougeait en fait quand je roulais, selon s'il pleuvait, s'il faisait beau, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, je dis bah
allez, maintenant je vais vraiment mettre plus d'argent, mais au moins je veux quelque chose de plus fiable et de plus récent, et dans lequel j'aurai moins d'ennuis. Alors résultat, est-ce que j'ai eu moins d'ennuis avec ce camping-car? Eh bien oui. Donc première chose qui avait été changée au mois de septembre, eh bien ça avait été ma batterie auxiliaire qui était ici en dessous du siège. On avait été obligé de carrément démonter le siège. Merci Coda pour les poils. De démonter le siège pour pouvoir accéder à la batterie. Encore une fois, ça vous montre que dans les nouveaux véhicules, on a l'impression que tout est fait pour passer au garage et pour pas pouvoir faire les réparations soi-même. Parce que personnellement, dans Gérard, je déboulonnais 2 trucs, hop, on enlevait le cache, on enlevait la batterie et c'était terminé quoi. Ici, on doit enlever le siège. Vous vous rendez compte un petit peu de la nouvelle technologie. Et comment j'ai su que ma batterie était morte? Je vous explique ça tout de suite. Eh bien, j'étais une après-midi tranquillement dans mon camping-car, j'étais en Haute-Savoie à ce moment-là, et d'un coup j'entends, mais genre de la flotte, enfin quelque chose qui coule. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment sur un spot nature. Je sors, je regarde, et en fait il y avait une énorme flaque en dessous du camping-car. Enfin en fait je comprenais pas comment ça se fait qu'il y avait ma vanne qui s'était ouverte d'un coup quoi. Et en fait tout simplement pourquoi, oula j'ai failli trébucher, c'est parce que au niveau de mon tableau de bord qui est ici, et bien une fois que la batterie se met en dessous de 18, et bien ça se met en sécurité et donc ça ouvre les vannes. Ça fait pareil si on descend en dessous de 4 degrés au niveau de dans une espèce de thermomètre qui est un thermo véhicule, t'es en dessous de 4 degrés, t'as la vanne d'eau qui s'ouvre aussi par sécurité. Bon ici je vois pas trop pourquoi ça doit s'ouvrir en sécurité si la batterie est plate. Pourquoi faire? De là on teste un petit peu la batterie et on s'aperçoit qu'effectivement elle est morte, elle recharge très mal, enfin c'est la fin des haricots quoi. Alors fin octobre, et ça limite je l'aurais plus placé dans les améliorations du camping-car que mécanique, et bien j'ai ma sonde de température, je crois qu'elle est non elle est là, hop, qui est déraillée, et donc en fait mon chauffage ne fonctionnait plus. Seb m'a aidé à changer cette sonde. Et maintenant, eh bien, le chauffage a refonctionné immédiatement. Donc dites-vous, voilà, un petit peu de frais en septembre pour la batterie auxiliaire, je crois que c'était 200 €. La sonde, 20 balles, donc que dalle. Et puis une tranquillité d'esprit, je ne vous dis pas, j'ai pu rouler jusqu'en Espagne sans problème, etc. Regardez-moi ce joli petit coucher de soleil. Sauf que un jour, alors ça peut peut-être un peu paraître rébarbatif ce que je vais dire pour ceux qui suivent vraiment toutes mes vidéos, mais il y en a beaucoup qui ne les suivent pas toutes et donc c'est bien aussi de pouvoir faire un petit résumé dans la vidéo. N'hésitez pas voilà, à passer si vous avez déjà entendu parler de ça, ou alors si vous voulez simplement réécouter ce magnifique souvenir que je partage avec vous et dont je me serais bien passée. J'étais en Espagne, j'étais sur une aire de camping-car et d'un coup j'ai une amie, Caroline, qui passe et qui me dit « Mais Annabelle, ton pneu avant, il est complètement dégonflé. Comment ça se fait? Il y a plein de camping-cars, est-ce qu'on m'aurait visé en mode on m'a crevé le pneu ?» Bizarre. Je sors du camping-car, je vais constater et effectivement il est quasi à plat. J'ai quand même pas mal galéré à trouver un garage parce que c'était la semaine sainte en Espagne et donc tous les garages étaient fermés pendant une semaine et donc je suis restée pendant une semaine sur ces terres. J'ai fini par changer les 4 pneus plus le parallélisme parce que en fait on s'est aperçu que le parallélisme devait vraiment dérailler du fait que c'est vrai que je vais beaucoup de chemin avec des nids de poules, avec des trous, avec des bosses, avec des fosses, avec tout ce que vous voulez. Et forcément, à un moment donné, je pense que ça a dû un petit peu dérégler mon parallélisme et donc niquer totalement mes pneus, on peut bien le dire, aussi bien avant que ceux de derrière. Donc je décide avec l'aide du garagiste qui me conseille, et forcément c'est bien pour lui aussi de vendre et de faire plus de main d'œuvre, mais c'est un très bon conseil parce que j'ai donc changé les 4 pneus. Après j'ai pas pris des pneus à la coucouille parce que j'ai dit qu'est-ce que vous me conseillez? Alors il y avait les pneus les moins chers à 60 balles, mais il m'a dit c'est du pneu chinois. Et donc moi je me suis dit j'ai pas envie de prendre quelque chose de beaucoup trop cher ou quelque chose de trop peu cher. Peu chérette. J'ai pris un petit peu l'entre-deux, j'en ai pour 550 €, ce qui n'est vraiment pas cher, le parallélisme plus les 4 pneus. Alors sachez que c'est des pneus, c'est Goodrich je crois, donc c'est de la bonne qualité, c'est 4 saisons. Donc maintenant je n'aurai plus peur de partir, regardez lui est en train de me regarder, il se dit mais qu'est-ce que tu fais à parler toute seule avec ta caméra dehors? Reviens tout de suite à la maison. Et ouais, c'est la première fois que j'ai des pneus 4 saisons, donc maintenant quand j'irai dans certaines régions de France de novembre à mars, eh bien au moins j'aurai des pneus valables. Et puis de manière assez récente aussi, au mois d'avril, j'ai changé mon alternateur parce que j'étais sur le retour de la Belgique et j'ai le petit voyant batterie qui se met à s'allumer. Je me rends compte que la batterie ne recharge plus et l'alternateur, plus ils ont galéré à enlever l'alternateur parce qu'il y a une vis qui est coincée, apparemment la maladie sur ces véhicules-là. Donc l'alternateur plus, vous savez, vidange, etc., filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil, j'en ai pour 850 €. Voilà. Je vous dis les prix, comme ça, moi je suis claire avec vous, je suis honnête, je suis transparente. Tant qu'à vous dire ce qui était fait, autant vous dire les prix aussi en même temps. Et puis pour terminer, le mois dernier, donc au mois de mai,
je suis allée chez Christelle et David. Et donc David a constaté qu'effectivement j'avais un roulement qui était mort. Donc de ce côté-là c'était une rotule qui était morte et de l'autre côté c'était le roulement. Plus mes plaquettes de frein qui étaient archi dead. Franchement, on ne pouvait pas faire plus dead, ça partait en morceaux. Coût des opérations pour ça, je crois qu'au niveau des pieds j'en avais eu pour 200 €, non 250 €, non. Ah bah, je sais plus vous dire. Bah, je crois que j'ai eu à peu près pour 200 €, puisque étant donné que je n'avais pas la main d'œuvre, hein, oui, bah, j'ai payé David avec des bières. Écoutez, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que j'avais pas la main d'œuvre parce que dans un garage, bah, un roulement, je pense que ça m'aurait coûté quand même assez cher parce que c'est vrai que c'est une technique assez spécifique. Et donc je remercie encore David de m'avoir aidé et puis aussi à Augustino, Agustino, je vais y arriver, son ami qui avait une presse 50 tonnes et qui a permis donc de changer mon roulement bien comme il fallait. Donc écoutez, pour l'instant je touche de la peau de singe, voilà. Et je suis en train de regarder parce que j'avais l'impression qu'on me regardait au loin, c'était un petit peu gênant. Je vais me rentrer au bercail, je vais terminer cette petite vidéo chez moi. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui a été fait au niveau de la mécanique. Rien de spécifique, enfin je verrai bien de toute façon au contrôle technique ce qu'ils me diront d'ici l'année prochaine. Mais là vous savez tout. Vous savez tout du début à la fin de tout ce qui a été fait au niveau des améliorations mécaniques sur le camping-car. Donc les petits amis, je vous fais de gros bisous. Je m'étouffe. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la visite de Belvès, qui est l'un des plus beaux villages de France. Bon, vous le savez, moi avec mes plus beaux villages de France, je n'arrête pas. Et en fait, c'est vrai que je m'étais toujours un petit peu promis d'aller là-bas. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'avais eu mon livre des plus beaux villages de France et je me suis dit un jour, j'irai là. Là, sur cette photo là, vous voyez, avec mon gros nez là. J'irai là-bas. Et ben j'ai fini par y aller, voilà. Et donc je vous fais découvrir ce village avec grand plaisir comme d'habitude. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée, portez-vous bien, que du bonheur sur vous. Et salut salut.